Bien le bonjour les Inceurs, et aujourd'hui on va parler du costume bleu d'Aquaman, celui que vous allez retrouver dans le film Aquaman and the Lost Kingdom au mois de décembre. On a déjà eu des photos de Jason Momoa vêtu de cette tenue qui nous est vendue comme une combinaison d'infiltration, et je voulais recontextualiser un petit peu ce qu'est finalement ce costume bleu, puisqu'apparemment il serait inspiré de celui de Neil Posner de la mini-série de 1986. Alors, on va déjà se replonger justement en 1986. On est en plein Crisis on Infinite Earths et il y a beaucoup de personnages comme Superman avec John Byrne, comme Wonder Woman avec George Perez ou comme Batman avec Frank Miller qui vont avoir droit à des reboots complets. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas prendre en compte tout ce qui a été écrit avant sur ces personnages, on va repartir à zéro et leur donner de nouvelles séries. Ce n'est pas le cas d'Aquaman. Aquaman, c'est un personnage qui a toujours très mal vendu au cours de son histoire. On l'a vu pendant l'âge de bronze, il a perdu sa propre série à l'épisode 63 et on a été obligé de le caser dans les pages d'Action Comics avec Superman pour pouvoir lui faire vendre un tant soit peu en fait. Donc Aquaman, c'est un personnage qui a toujours été très compliqué en termes de vente. Et pour cette raison, eh bien, on ne lui donne pas d'ongoing à lui, on ne fait pas reboot complet sur le personnage, on préfère prendre la température et on confie une mini-série en 4 épisodes, une 4-issue mini-série comme disent les Américains, scénarisée par Neil Posner et dessinée par Craig Hamilton. Quelque chose de très court, de très concis. Et Neil Posner va, pour l'occasion, tenter de révolutionner un tant soit peu le personnage en changeant l'esthétique. Cette histoire, bien qu'on commence avec un numéro 1, c'est officiellement la deuxième série Aquaman. Alors c'est une mini-série, mais c'est vendu officiellement comme Aquaman Volume 2. La première série, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers sur la chaîne. C'est celle qui a commencé en 1962, qui a couru sur une période de 16 ans pour s'arrêter en 78, avec une pause de 6 ans entre l'épisode 56 et l'épisode 57. Donc un parcours très erratique déjà, et puis après l'épisode 63, Aquaman a définitivement perdu sa série. Et donc on revient avec un épisode 1 en 86, avec un magnifique Aquaman en costume bleu sur la couverture, dans lequel le statu quo est déjà bien défini, et en réalité on se rend compte qu'il s'agit de la suite directe de ce qui a été fait jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un reboot, comme j'expliquais, il faut prendre en compte tout ce qui a été écrit sur le personnage pendant le Silver Age et le Bronze Age. Donc, à savoir, évidemment la rencontre avec Mera, son mariage, la naissance du bébé, le couronnement en Atlantide, sa rencontre avec des super vilains iconiques comme Black Manta, Ocean Master et compagnie. Et après l'arc Carchon, dans les années 70, Aquaman s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas cumuler la double casquette en fait. Il avait du mal à gérer à la fois ses fonctions de super-héros et son rôle de chef d'État, son rôle de roi, son rôle de monarque, et du coup il avait préféré privilégier sa carrière de justicier, de super-héros, de sauveur des sept mers au détriment de celle de roi d'Atlantide, et il avait délégué les responsabilités du seigneur d'Atlantide à Vulko. Alors ça faisait pas de Vulko le roi d'Atlantide, mais juste un premier ministre, un régent. Après quoi, le bébé est mort et Arthur et Mera ont préféré fuir l'Atlantide afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles menaces qui pèsent encore sur l'Atlantide à cause d'eux, mais surtout pour changer d'air. J'imagine que quand tu perds un enfant, il est capital de devoir repartir sur de nouvelles bases, d'essayer de refaçonner ta vie. Et c'est pour cette raison qu'Arthur et Mera décide de partir pour la cité de New Venice, qui est un équivalent de Venise évidemment, cité fantastique entre terre et mer, voilà, à la limite de l'océan et du continent. Et on reprend exactement à ce moment-là, dans Aquaman numéro 1. Ocean Master attaque la cité de New Venice. Et ce qui étonne Aquaman, et qui tente de l'arrêter évidemment, c'est que son frère fait preuve d'une brutalité, d'une férocité, d'une puissance jamais vue. Donc Aquaman se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a anguille sous roche. Comment cela se fait-il que Ocean Master soit si puissant et démontre autant de force, tout simplement. Et alors que Orm parvient à soumettre à sa merci Arthur, il préfère repartir dans l'océan, et on comprendra à la fin de l'histoire pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas tué alors qu'il avait les moyens de le faire. Quoi qu'il arrive, Arthur a la vie sauve, et à ce moment-là, il est convoqué par Vulko, expressément en Atlantide.
Lorsqu'il y arrive, Vulko lui explique que la situation a beaucoup changé depuis toutes ces années en Atlantide. Depuis le départ d'Aquaman du trône, la société s'est fracturée en 2 blocs bien distincts au sein de la population. Les pro-Aquaman, ceux qui regrettent le départ de leur ancien roi, et puis une autre force, un autre bloc, qui pour le coup est clairement la majorité au sein du peuple, les anti-Aquaman. Ceux qui reprochent à Arthur d'avoir tenté le rapprochement lorsqu'il gouvernait entre la surface et Atlantide. Il faut bien comprendre que les Atlantes forment un peuple isolationniste. Ça fait des millénaires qu'ils sont sous la flotte, qu'ils n'ont jamais parlé à qui que ce soit d'autre. Et de ce fait, ils ont développé forcément une sorte d'hypernationalisme exacerbé, du racisme diront certains. Voilà, ils sont extrêmement centrés sur eux-mêmes. Et indépendants évidemment. Et ils voyaient d'un très mauvais œil les tentatives d'Aquaman de construire des ponts entre la surface et Atlantide. Et ils sont en grande majorité. Ce qui fait qu'Arthur, lorsqu'il revient en Atlantide, convoqué par Vulko, forcément il arrive dans un climat très insurrectionnel, avec des gens qui ne veulent pas de lui, très clairement. Mais Vulko lui explique qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Le sceau royal a été dérobé. Donc le sceau royal, c'est pas un sceau pour écoper ton navire qui est en train de couler, hein, pour ceux qui ont joué à Sea of Thieves. C'est un tampon. Un tampon qui est dans la lignée royale depuis plusieurs générations, depuis des millénaires en fait. C'est vrai, c'est vraiment un objet qui fait partie de la tradition en Atlantide. Et ce fameux tampon a été dérobé. Et il y a beaucoup d'Atlantes qui estiment qu'il s'agirait d'un visiteur de la surface. Parce qu'en fait, Vulko reçoit beaucoup de diplomates de la surface. Et apparemment, le sceau aurait été dérobé par un de ceux-là à l'occasion d'une visite de courtoisie en Atlantide. Et donc forcément, ça ne fait qu'alimenter la haine qu'ont les Atlantes pour la surface, qui voient en cela une énième provocation, une nouvelle marque d'irrespect certaine. Et pour cette raison, les Atlantes somment Vulko de partir en guerre expressément contre la surface. Donc forcément, Vulko, lui, il veut gagner un petit peu de temps, et c'est pour cette raison qu'il convoque Atlantide. Il faut bien comprendre que Vulko, depuis qu'il est régent d'Atlantide, il a fait que des conneries. Il a pris que des décisions de merde pendant l'âge de bronze, il a conclu des pactes avec des gens peu recommandables, et il a très souvent foutu Atlantide dans la merde, et à chaque fois c'est Arthur qui venait lui sauver les miches. Là, une fois de plus, c'est un petit peu ce qui se passe. Même si le pauvre, il s'est fait voler le sceau royal, c'est pas forcément de son ressort. Le sceau royal, si tu veux, sans lui, tu peux pas signer d'accord de paix ou de traités importants. Voilà, c'est vraiment le cachet de ce sceau qui permet l'officialisation de n'importe quelle paperasse en Atlantide. Et sans le sceau, tu ne peux rien faire. Donc il est vraiment urgent de le retrouver. Vulko, lui, il a une petite idée. Quant à l'identité des voleurs, il pense qu'en réalité, ce sont des gens de la cité voisine de Tir Na Na Og qui auraient fait le coup. Tir Na Na Og, ça faisait partie d'Atlantide lorsque le continent était encore intact, avant le déluge, et lorsque cette terre a sombré sous les eaux, il y a plusieurs civilisations qui ont éclaté, en fait, des micro-civilisations qui ont éclaté de partout, et Tir Na Na Og en est une, et ce sont des gens qui sont devenus à leur tour isolationnistes vis-à-vis des autres Atlantes. Et ils ont fondé leur petite communauté, ils ont fondé leur propre civilisation. Et Tir Na Na Og, ils sont extrêmement portés sur la magie. C'est-à-dire qu'ils ont un conseil avec 12 mages extrêmement puissants. C'est une cité tout entière qui est imprégnée par de la magie. Donc c'est vraiment quelque chose qui leur parle, qui compose leur vie en fait. Et donc Vulko, il pense très clairement qu'il s'agit là d'un sort, d'un acte de sorcellerie qui aurait permis de détourner le sceau et de l'apporter en Tir Na Na Og. Ce serait une déclaration de guerre très clairement de la part des gens de Tir Na Na Og, parce qu'il y a des véhémences entre Atlantide et Tir Na Na Og. Ils sont pas en guerre si tu veux, mais on sent que ça peut friter à tout moment, quoi. Ils s'aiment pas spécialement les uns les autres. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient le fameux costume bleu, puisque la mission d'Aquaman est simple, elle est dictée par Vulko. Il faut à tout prix que tu ailles vérifier en Tir Na Na Og si le sceau royal est là-bas, parce que sinon je vais être obligé, afin d'apaiser mon peuple, de déclarer la guerre à la surface. Et là, ça va être le bordel, si tu veux. Donc, on est sur une mission d'infiltration, ok ? Et c'est pour cette raison que le costume bleu est créé. Bah oui, forcément, un costume bleu, tu te fonds plus facilement
dans un environnement aquatique. D'ailleurs, c'est marrant, mais la raison de création de ce costume, elle est parfaitement opposée à la raison de création du costume original, le costume orange. Lorsque le costume orange a été créé en 1941, c'était pour une raison simple. Il fallait à tout prix une couleur qui démarque clairement Aquaman des environnements qu'il allait traverser au cours de ses aventures. Un personnage qui évolue dans l'eau, tu vas pas lui coller une combinaison bleue ou verte parce que forcément le personnage serait noyé dans son environnement, il n'en ressortirait pas. Donc on lui a créé un costume orange ou jaune, ça dépend de si vous êtes daltonien, afin vraiment de démarquer le personnage de son environnement. C'est pour cette raison que le costume orange a été créé à la base. Donc là l'idée c'est de faire le parfait opposé, on veut partir sur un costume d'infiltration. Ok ? C'est du jamais vu. Aquaman qui doit s'infiltrer quelque part, je crois pas avoir lu ça avant. Et de toute manière, c'est pas du tout un personnage, on va le voir, qui est destiné à la discrétion et à l'infiltration. Mais bon, pourquoi pas, ça permet de partir sur quelque chose de nouveau, donc allons voir ce qui s'y passe. Seulement là où ça capote complètement, c'est que lorsqu'il arrive en Tirnana-Og, le mec se pointe à la porte principale de la cité. C'est une cité fortifiée, le mec se pointe au pont-levis, quoi, à la porte principale, qui est gardée par 2 soldats en armure, qui le reconnaissent et qui l'empêchent de passer. Parce que combinaison d'infiltration, mon cul sur la commode, elle est où la cagoule ? Parce que là, tout le monde te reconnaît, en fait. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce que disait un mec dans le courrier des lecteurs de l'époque, que j'ai lu. Quand un pote à toi change de t-shirt, en fait, tu le reconnais quand même. Donc, je veux bien qu'on lui change son costume, mais à ce moment-là, mettez-lui une cagoule pour vraiment jouer le jeu de l'infiltration et de la discrétion jusqu'au bout. Aquaman se pointe aux portes de la cité, les gardes le reconnaissent, l'empêchent de passer, parce que les Atlantes ne sont pas les bienvenus en Tirnana-Og. Et puis Aquaman, du coup, il invoque 2 créatures marines, de mémoire, je crois qu'il s'agit d'une baleine et d'un dauphin, enfin bref, je ne sais plus vraiment, mais on s'en fout. Et en très gros, les 2 créatures marines vont faire du bordel un peu plus loin, ce qui va attirer les gardes, qui vont quitter leur position pour aller voir ce qui se passe. Très professionnels les mecs. Oh putain, il y a une baleine qui est en train de batifoler avec un espadon. Allons voir ce qui se passe, Roger. T'es pas censé garder la cité, gros. Bref. Donc ils y vont. Et forcément, ça laisse le champ libre à Arthur. Et c'est aussi débile que ça, hein, les petits gars. C'est aussi débile que ça. Hein. Donc Arthur, du coup, il s'infiltre. Il en profite pour s'infiltrer. Sauf que les 2 gardes ne sont pas complètement débiles. Et ils se retournent et ils voient Arthur qui essaye de pénétrer dans la cité malgré leur interdiction. Donc forcément, Arthur est capturé et jeté au cachot. Super l'infiltration, c'est complètement débile. Je veux bien que ce soit un récit de 1986, que ce soit vieux, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné quand même. Et à partir de ce moment où il se fait enfermer dans les cachots de Tirnana-Og, le costume ne lui sert plus à rien. C'est-à-dire qu'il aurait pu retrouver son costume original parce que à aucun moment après ça dans l'histoire il va devoir s'infiltrer de nouveau dans un autre endroit. Ça n'a aucun sens. Alors on pourrait aussi penser que Neil Posner aurait créé ce costume surtout pour laisser sa marque, son empreinte personnelle sur le personnage d'Aquaman et sur le long terme. Alors il n'aura pas complètement échoué dans son projet si tel est le cas, puisqu'à défaut d'être rendu canon, le costume reviendra ici et là, et est porté par exemple par le super vilain Thanatos au cours du run de Peter David. Ce costume, je ne l'aime pas du tout. Il ne ressemble à rien. Déjà, il y a un code couleur qui est complètement pété parce que vous ne le voyez peut-être pas d'ici. Mais il faut bien comprendre qu'en fonction des covers, on est sur un code couleur de 4 couleurs. Et moi, déjà, ça me pose problème. Pour moi, le code couleur idéal, c'est 3 couleurs max. Comme Superman, bleu, rouge, jaune. Wonder Woman, bleu, rouge, jaune. Batman, noir, gris, jaune. Flash, blanc, jaune, rouge. Voilà. Pour moi, un code couleur, c'est 3 couleurs max. Au-delà, ça devient un drapeau de la Gay Pride, sans déconner. Là, vous le voyez peut-être pas, mais on a du bleu turquoise, on a du noir, on a du blanc, et on a ce qui ressemble à du violet, à du mauve. Donc, c'est pas beau. Et puis, il y a quelque chose qui me choque aussi sur ce costume, c'est l'absence totale de symbole. Et pour moi, un super-héros se doit d'avoir un symbole sur son costume. Que ce soit sur la cape, sur la poitrine, sur la cagoule, ou sur le slip. Pour le coup, Aquaman, ça a toujours été sur la ceinture. Là, il ne porte plus sa ceinture, qui est d'ailleurs son seul moyen de communiquer avec la Justice League, parce qu'il estime que sur une mission de discrétion, il n'aura pas besoin d'appeler la Justice League. Erreur fatale, mon petit gars. Donc, ce costume, je le trouve nu. Voilà, il manque un symbole. Il y a des motifs qui ressembleraient à des tatouages tribaux, mais c'est pas très jojo, pour être franc avec vous, et les codes couleurs ne fonctionnent pas. Et puis, je le rappelle, on est sur une combinaison d'infiltration, mais à visage découvert, ça n'a aucun putain de sens. Comme si
Si t'allais cambrioler une banque à visage découvert, c'est un peu le même principe, quoi. Je comprends pas le délire, quoi. Donc ça ne fait pas sens. Et pour ce qui est de la suite de l'histoire, je ne vous la raconterai pas parce que le but étant de parler de cette 4-issue mini-série dans la vidéo Aquaman Chronicles qui portera sur le Dark Age, parce que ça c'est la porte d'entrée du Dark Age, bien que ce soit beaucoup plus un récit de fin de Bronze Age, je dirais même presque du Silver Age, qu'un récit du Dark Age. Ça dénote littéralement avec ce que va faire Peter David après, mais voilà, ça reste quand même, en termes de date, la porte d'entrée d'Aquaman dans le Dark Age. Donc j'en parlerai plus en détail dans la vidéo prévue à cet effet, les petits gars. Ce costume sera donc adapté dans le prochain film. Et à mon sens, c'est pas forcément une bonne idée. Après, j'ai pas vu le film, peut-être que ce sera génial. Mais alors pourquoi toujours avoir le visage découvert et surtout quelque chose qui cloche? C'est Jason Momoa qui s'infiltre. Est-ce que ça vous choque pas? Jason Momoa qui s'infiltre. Est-ce que Jason Momoa et discrétion dans la même phrase, ça fait sens? Non, ça ne fait pas sens. Dans le premier film, on nous l'a clairement vendu comme un personnage haut en couleur qui peut pas s'empêcher de crier « Awesome! Oh, badass !» À chaque fois qu'il débarque dans une putain de pièce, à quel moment ce personnage-là va s'infiltrer quelque part? C'est dommage parce qu'on aurait pu exploiter d'autres personnages beaucoup plus propices à ce genre de mission. Par exemple, Dolphin. Voilà, Dolphin, c'est clairement un personnage qui aurait pu être crédible dans un rôle d'infiltration. Une fois de plus, je le répète, j'ai pas vu le film. Le but de cette vidéo, c'était surtout de vous expliquer un petit peu le contexte de création du costume bleu, parce qu'on va le retrouver dans le film, donc c'est toujours bien d'avoir les tenants et aboutissants quand on s'assoit dans une salle de cinéma. C'est le pourquoi du comment. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao les zingues!